L'art de l'adaptation littéraire est un équilibre délicat. Comment adapter une œuvre d'un support à l'autre sans en trahir l'essence? Parce que le problème de l'adaptation, c'est que chaque médium possède sa particularité. Un livre n'est pas un film ou une série. Et quand un scénariste s'attelle à l'adaptation d'un livre, il va devoir faire des choix. Cela est d'autant plus compliqué lorsque l'on s'attelle à une œuvre de fantasy ou de science-fiction qui possède des univers denses et complexes. Il faut à la fois introduire l'univers sans pour autant perdre ou ennuyer le spectateur, ce qui implique de trouver des astuces pour présenter son univers sans passer par de lourdes phases d'exposition avec des gens qui racontent des trucs comme un exposé de classe. Parce que bon, je sais pas vous, mais j'ai toujours envie de rigoler devant ces scènes où les personnages discutent de choses qui devraient être pour eux évidentes et qui sont là uniquement pour informer le spectateur. Il y a d'autres problèmes, comme par exemple gérer le passage du ton ou la description du quotidien. Dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, il se passe 17 ans entre le départ de Bilbo et le départ de Frodo. Il se passe même plusieurs mois entre le moment où Gandalf informe Frodon de la nature de l'anneau et son départ. Or, on a l'impression que tout est rapidement condensé en quelques jours dans le film afin de créer un sentiment de tension. Enfin, dernier obstacle, et celui-là c'est le plus redoutable, l'imagination du lecteur. Chacun, en lisant un livre, se crée sa représentation mentale d'une œuvre. En choisissant un acteur, en faisant des choix de réalisation et de direction artistique, l'adaptation risque de s'aliéner le lecteur en se heurtant à son imaginaire. Cet imaginaire, c'est le produit d'une relation intime entre le lecteur et le livre, un rapport presque viscéral venant de ces nombreuses heures à parcourir les pages de l'œuvre. L'adaptation rompt ce lien en imposant une vision d'autant plus problématique car elle sera forcément celle d'un autre. Ce n'est pas le bon acteur, je n'imaginais pas la scène comme cela. En choisissant un acteur, un cadre, une musique, l'adaptation s'impose pour le meilleur et pour le pire. Le plus difficile, pour celui qui adapte, c'est de faire des choix. Des choix parfois radicaux mais nécessaires. Car l'œuvre n'est alors plus l'œuvre d'un écrivain. Elle devient l'œuvre d'un autre qui a besoin de se l'approprier, quitte à faire des remaniements parfois contestables, mais qui sont imposés par le format même du médium. Bon, et parfois il y a certains choix qui sont plutôt soumis à des exigences bassement mercantiles. Il faut accrocher le spectateur, lui donner envie de continuer, attirer son attention. Il faut parfois simplifier car tu comprends, le spectateur peut être perdu ou ne pas comprendre. Ou parfois on peut se croire plus malin que l'auteur, là où en fait on n'avait pas compris grand chose à ce qu'il voulait dire. Coucou Zack Snyder. Le problème est d'autant plus présent dans le format sériel où il faut fidéliser l'audience à chaque semaine, lui donner envie de continuer et de revenir. Le procédé le plus classique et le plus éculé est bien sûr celui du cliffhanger. L'épisode s'arrête en plein moment de tension, nous tenant en haleine jusqu'à la semaine d'après. Toute cette intro pour dire qu'il ne va pas être facile d'aborder l'adaptation de If Dark Materials, produite conjointement par HBO et la BBC. De plus, il faut dire que je suis à la base un fan absolu des livres d'origine, et que c'est sûrement une des séries que j'ai le plus attendues ces dernières années. Certes, il y avait bien eu une première adaptation en film par Chris Weitz, mais j'ai pas vraiment envie de reparler de ce bidon de lessive infâme qui, malgré une production design plutôt sympa, montrait son incompréhension totale de l'œuvre tout en étant que le résultat d'une volonté mercantile, cherchant à l'époque à adapter toute la littérature jeunesse possible après le succès des films Harry Potter. Le seul truc à sauver était la voix de Ian McKellen, Gandalf, pour Yorick Bernison, une Dakota Blue Richard plutôt fidèle à son personnage, et Eva Green. Parce que Eva Green, c'est le seul bien que je dirais de ce truc insipide, sans âme. Et du coup, tout ça pour se demander qu'est-ce qu'on en a pensé de If Dark Materials et de ces 2 premiers épisodes. La réponse tout de suite. Alors bon, on va arrêter tout de suite le suspense. Oui, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle adaptation de À la croisée des mondes. Déjà parce que le format sériel permet de mieux développer les personnages et l'univers, et surtout parce qu'il y a un véritable soin à représenter ce monde si différent et pourtant si proche. Bon alors ce n'est pas toujours parfait, on sent que les démons à animer pour tout le monde ça coûte cher, du coup on a souvent des scènes où ceux-ci n'apparaissent pas, ou sont réduits à des animaux de petite taille pour que cela soit plus pratique. Mais sinon j'aime beaucoup la reconstitution du monde de Lyra, avec son petit art déco, mélange de modernité et d'ancien. Bon, Oxford fait toute petite mais qu'importe. C'est globalement très beau, et surtout parlons du point essentiel, le casting. Daphne Keane est juste parfaite en Lyra. On s'en tape qu'elle ne corresponde pas à sa description physique. Elle sait très bien passer de l'émerveillement à la mine fortement renfrognée et donne une vraie vitalité au personnage que n'avait pas Richard. McAvoy, lui, s'en tire très bien, car il campe un Lord Asriel charismatique et ambitieux, donnant toute la carrure méritée au personnage. Enfin, pour finir sur le casting principal, Ruth Wilson est absolument impeccable en Marisa Coulter, tout en subtilité et en finesse. Manipulatrice, séductrice, intransigeante, menteuse, implacable, Wilson insuffle à son personnage
une véritable ambiguïté qui oscille entre la détestation et la fascination. Ses interactions avec Daphne Keane sont véritablement réussies, instaurant entre les deux femmes une dynamique plus qu'ambivalente, mais on y reviendra. Pour le reste du casting, on peut dire que ça marche plutôt bien avec un petit recyclage d'acteurs de Game of Thrones. Je suis d'ailleurs particulièrement heureux de voir James Cosmo en Father Coram, un personnage que j'aime particulièrement. Cependant, qu'en est-il de l'adaptation elle-même ? Alors je vous propose de nous débarrasser tout de suite, comme d'habitude, des points qui fâchent dans cette nouvelle rubrique. Ce n'est pas dans les livres, et il n'aurait pas dû. Alors, les gars, c'est quoi ce carton ? Quoi ? D'où il sort John Fa comme ça maintenant ? Son apparition, c'était un moment fort des livres. Là, on nous le balance entre la poire et le fromage dans un simili cosplay de Jasmine sur le retour. D'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre un peu pour les gitans ? D'où que Marisa décide d'enlever Roger pour s'en débarrasser. Ok, ça lui donne un côté machiavélique, mais quand même, c'est un pur dommage collatéral au début. Et tout son démon peut se séparer d'elle, c'est réservé aux sorcières, ça c'est quoi ce bordel ? Et il va où comme ça, Lord Boréal ? Ok, l'acteur est cool, ça manquait un peu de méchant pour un format de série. Du coup, d'accord pour le développer, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est quoi ? Oh bordel, non. Non, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Eh merde ! Non les gars, ça passe pas. Ok, on utilise l'existence d'un autre monde, voire d'autres mondes dès le générique. Mais l'intérêt du premier livre, c'est de rester collé à Lyra. La découverte d'un autre monde, c'est l'apothéose à la fin. Là, on nous balance direct dans notre monde et attends. Mais attends. Ça insiste sur Grumman, là. Ça... Ah ! C'est ça, bande de filous. Vous vous dites peut-être qu'il faudrait introduire ce personnage un peu avant la suite, pour que le public l'accepte et construire quelque chose rapidement autour de lui. Ah, c'est pour ça que dans le générique... Spoil. Alors, pour ceux qui ont lu les livres, je me demande si toute cette partie dans notre monde n'est pas là pour nous introduire un peu plus tôt le personnage de Will. On voit Boréal lancer les recherches à son sujet, et à moins que tout cela ne tourne en une Benjen Stark... Si, vous savez, l'oncle Benjen, le mec qu'on va chercher dans Game of Thrones à la fin de la saison 1, et qui réapparaît en saison 4 rapidement, et que tout le monde, même Benioff et Weiss, oublie pour nous le refourguer en Deus Ex Machina dans la saison 7. Ce Benjen Stark. Et bien à la place de Benjen Stark, vous remplacez le mystère autour de Grumman, juste là pour nous dire « Oulala, c'est bizarre, le mec voyage à travers les mondes ». Surtout que bon, à ce stade du récit, on ne devrait pas en savoir autant. Je trouve cela un peu précipité et maladroit. Donc, à moins que cela nous amène à Will durant la saison, Will que je suppute être cette silhouette-là dans le générique, cela n'aura servi à pas grand-chose, à part nous faire de Boréal une vraie menace de la série et nous teaser un peu ce qui va se passer, mais là, ça s'y prend peut-être un peu tôt. Voilà, fin du spoil. À part ces reproches, on peut dire que la série s'en sort vraiment pas mal. Le premier épisode est un honnête épisode d'exposition qui permet de nous introduire à l'univers et ses personnages. De manière assez intelligente, l'épisode parvient à nous résumer en quelques minutes la vie de Lyra à Jordan College, que cela soit ses virées sur les toits, sa première gorgée d'alcool ou même le vol de la barque de la famille Costa, là, ici, sur ce bout de papier. Bon, d'accord, ça manque d'interactivité avec d'autres enfants, ça met de côté le fait que Lyra est plutôt une leader et qu'elle a tendance à mentir, mais bon, c'est pas trop grave, au moins il y a des efforts de fait. D'ailleurs, comme je le disais, je l'aime déjà beaucoup cette Lyra. Même si je trouve qu'elle est presque plus sympa que dans les livres, où son côté menteuse et peste est plus manifeste, ça marche quand même très bien. D'ailleurs, la scène du bain dans l'épisode 2 sera là pour nous rappeler que Lyra a facilement tendance à mentir, mais pour le coup, ça ne marche pas trop vu qu'on n'a pas trop vu cette habitude chez elle. Par contre, ce qui est très tangible, c'est sa relation avec Roger qui est bien retranscrite, ainsi que l'affection que les vieux érudits ont pour elle. D'ailleurs, en parlant de Roger, ce dernier se voit accorder un traitement presque plus étoffé que dans les livres d'origine. Alors qu'il ne faisait que disparaître, on assiste à son rapt ainsi qu'à sa séquestration chez les enfourneurs. Alors qu'il ne finissait que par être une silhouette dans les livres, la série décide de bien insister sur lui et les enjeux qu'il représente. En faisant la victime de Marisa Coulter bien décidée à se garder Lyra pour elle toute seule, on insiste aussi sur le caractère immoral et manipulateur de cette dernière, ce qui enlève un peu au hasard fortuit que l'on pouvait trouver dans les bouquins. Il en va de même pour les gitans, la série montrant une volonté de multiplier les points de vue par rapport au livre d'origine.
Alors personnellement, je ne suis pas contre. Macosta étant particulièrement touchante dans sa détresse, mais on gâche un peu la surprise autour d'eux. Alors qu'ils apparaissaient comme de simples éléments de décor au début du livre pour devenir un des principaux moteurs de l'intrigue et une des principales forces de contestation contre le Magisterium, on voit déjà qu'ils vont avoir leur importance. De ce fait, on nous introduit dès le début Fader Coram et John Fa, alors qu'ils apparaissent bien plus tard. C'est vraiment dommage car en le découvrant à travers les yeux de Lyra, John Fa dégageait une véritable majesté, alors que là on nous introduit le personnage par un dialogue informatif plutôt que par une introduction en bonne et due forme. Alors que Lord Boreal ou le père MacPhail dans l'épisode 2, ça ne me dérange. Au contraire, ça ne me dérange pas de les introduire, même de les développer, c'est très très bien, ça c'est une bonne idée. Ça permet de préparer leur venue et leur rôle futur dans l'histoire, mais pour Fa, ça ne marche pas. Je ne m'étendrai pas plus sur l'épisode 1 qui constitue un épisode d'exposition plus qu'honnête, et témoigne d'un souci minutieux de retranscrire le monde de Lyra. On note d'ailleurs une construction assez intéressante de l'épisode gâchée par la volonté de nous sortir un faux cliffhanger, un peu putassier car on avait bien compris que Roger avait été kidnappé. Si t'as pas lu le livre ou que tu veux pas de début gâché, je te conseille de passer ce passage et d'aller au timer, voilà, avant que le bruit de la girafe agonisante ne passe. Il est très intéressant que l'épisode commence avec Asriel déposant Lyra à la Jordan College et finit sur le départ de cette dernière avec Coulter. Proposant un classique effet de miroir, on assiste à une mise en perspective des deux personnages que tout oppose. Déjà, Asriel, la figure paternelle, vient confier son enfant pour la protéger. Coulter, la figure maternelle, vient l'arracher à son foyer. Le premier est montré pataugeant dans les eaux, soulignant le caractère terrestre du personnage, que l'on peut placer du côté des hommes. Coulter, elle, emmène Lyra en ballon, comme pour signifier son lien avec le ciel, donc avec le Magisterium et par extension le royaume des cieux, l'autorité et ses anges. Anges que l'on voit d'ailleurs déjà présents dans les images du générique. L'un descend alors que l'autre s'élève. Le premier fait le choix déchirant d'abandonner sa fille pour sa sécurité, alors que la deuxième fait le choix égoïste de la chercher uniquement pour elle. Et au milieu, on a Lyra, seul pont qui lie ces deux personnages contraires, que tout oppose idéologiquement comme symboliquement. Je précise ici, car la portée symbolique des deux personnages les rapproche pourtant. Asriel est ce que l'on appelle un personnage luciférien, incarnant à la fois la révolte contre Dieu, la flamboyance et la séduction charismatique. Ce n'est pas pour rien que Pullman glissera des extraits du Paradis perdu de John Milton dans le miroir d'ambre, Asriel étant clairement associé à Lucifer. Au contraire, Coulter est-elle basée sur le personnage de Lilith, un personnage apocryphe de la Bible qui aurait été la première femme d'Adam, mais qui aurait été chassée du jardin car refusant de se soumettre à l'autorité de Dieu. Lilith est l'incarnation de la révolte féminine, de l'intelligence, mais aussi de la tentation charnelle. Cet aspect de Marisa est particulièrement souligné dans l'épisode 2, où elle explique à Lyra l'art de la manipulation en tant que femme. Dans la tradition, Lilith, en tant que femme répudiée, se venge en tuant les nouveau-nés des autres. Ainsi, on peut clairement associer le fait que Marisa enlève les enfants des autres au mythe de Lilith. Alors qu'elle est chassée de l'Éden, elle épouse le démon Samael, une figure très proche de Lucifer que l'on connaît. Ainsi, la seule chose liant la symbolique d'Asriel et celle de Coulter serait la révolte, dont Lyra est la parfaite incarnation durant toute l'œuvre. L'épisode 2, lui, va se concentrer sur la relation entre Lyra et Marisa, virant peu à peu au huis clos étouffant. On voit en l'espace d'un épisode toute l'évolution de leur rapport. La fascination et l'admiration de Lyra se transforment peu à peu en méfiance pour devenir une véritable peur. Alors que Marisa joue à la poupée avec la jeune fille dans un remake malsain de My Fair Lady, on découvre sa nature manipulatrice et glaciale. Marisa est pour ainsi dire très proche d'un personnage comme Cersei dans le Trône de Fer. Femme ambitieuse au milieu d'un monde d'hommes, elle n'hésite pas à utiliser tous les moyens à sa disposition pour gagner du pouvoir, quitte à en faire souffrir les autres. Et comme Cersei, Marisa est loin d'être une méchante monolithique, mauvaise pour être mauvaise. Dans l'épisode, plusieurs sous-entendus suggèrent la difficulté qu'elle a eue à s'affirmer dans un monde patriarcal, devant jouer de ses charmes et de son intelligence pour se hisser au sommet. En tant que dirigeante du conseil d'oblation, on comprend son implication dans le Magisterium, sans encore pouvoir déterminer à ce stade du récit son adhésion à son idéologie. Est-ce seulement par ambition, ou à cause d'une authentique foi dans ce qu'elle défend? Si la malveillance est véritablement palpable dans cet épisode, que cela soit lorsqu'elle brûle les lettres des enfants et durant sa dispute avec Lyra, on sent pourtant les fêlures du personnage quand elle décide de spoiler les prochains chapitres pour révéler à Lyra la véritable identité de son père. Seul moment où Marisa apparaît vulnérable, on comprend bien le passé douloureux qui la lie à Asriel et par extension à Lyra. Pour le coup, j'aime bien ce changement qui renforce le côté dramatique de la révélation, là où l'information était balancée très rapidement entre la poire et le fromage. Surtout qu'elle vient quand Lyra compare Marisa à Asriel,
qui balance l'information pour dénigrer Asriel. Bon, alors soyons francs, Asriel ne gagnera pas clairement le titre de meilleur père de l'année, mais Marisa jouant à la mer avec Lyra n'est pas une meilleure performance. Lyra n'est dans l'épisode qu'une poupée d'argile que Marisa souhaite modeler à son image. Ayant un besoin pathologique de tout contrôler, on sent la tension croître quand Lyra commence à montrer trop d'indépendance. Très paradoxal quand on sait que Marisa se définit elle-même comme une femme forte et indépendante. En réalité, c'est elle-même qu'elle projette dans Lyra, souhaitant en faire son double dans une volonté d'emprise particulièrement malsaine. La seule voie de l'indépendance possible est la sienne. Cette volonté de contrôle accroît progressivement la violence de Marisa contre la fillette récalcitrante, violence qui explosera lorsque, dans un accès de colère froide, elle jettera Ozymandias sur Pantalémon. La scène filmée dans un style nerveux, caméra sur épaule, retranscrit très bien le surgissement brutal de la violence. Le désir de contrôle éclate d'un coup, quittant l'apparence des douces paroles et des gestes affectueux pour se transformer en une brutalité glaciale. Je m'arrête ici 5 minutes pour faire un point sur les démons. Ou Daemon. Autant je l'ai trouvé sous-exploité dans le premier épisode, particulièrement Pan, qui est l'interlocuteur privilégié de Lyra, autant là on progresse vraiment. Surtout que l'épisode semble en partie tourner autour d'eux, servant à expliquer leur fonctionnement. On y apprend les règles concernant l'éloignement, la douleur et les interdits. Boréal est là pour nous expliquer que tous ne l'affichent pas, ce qui est fort à propos pour lui, son démon serpent symbolisant sa nature manipulatrice et sournoise. C'est aussi dans sa dernière scène que l'on comprendra le tabou le plus important. Un humain ne doit pas toucher le démon d'un autre. Le meurtre de la journaliste à la fin de l'épisode nous fait bien comprendre toute l'horreur d'un tel acte, permettant de définitivement associer la vie d'un démon à son possesseur. Le démon n'est pas distinct de son humain. C'est une extension de son âme qui représente sa nature profonde avec laquelle il peut converser. Ce qui rappelle le daemon socratique que l'on retrouve dans les dialogues de Platon. Socrate parlait d'un démon, d'un génie intérieur qui serait derrière lui et qui lui soufflerait comme une forme d'intuition ce qu'il faudrait faire et ce qui est vrai. Ici, on retrouve l'idée que le démon permet un dialogue intérieur tout en nous le figurant clairement et en l'extériorisant. Dans ce deuxième épisode, on insiste bien sur leur nature, leur rapport et leur fonctionnement, ce qui permet de comprendre l'ignominie du geste de Boréal ou la représentation de l'inhumanité de Marisa, capable de se détacher d'une partie de son âme. Et non, je ne vais pas épiloguer là-dessus, préférant attendre de voir ce que la série va me proposer, mais quand même, je reste extrêmement mitigé. Par contre, on comprend bien qu'Ozymandias est la parfaite représentation de la psyché de Marisa, à la fois beau mais aussi violent, destructeur et sournois. Quand le singe se déchaîne, c'est la colère de Marisa qui apparaît. Lorsqu'Alprey vient timidement caresser Pantalémon, c'est l'affection tordue qu'elle a pour Lyra. Démons et humains ne font qu'un, l'un étant la représentation de la véritable nature de l'autre. À part le huis clos qui constitue le corps de l'épisode, on continue à suivre l'enquête des gitans et les manipulations de Boréal. C'est aussi l'occasion de pouvoir appréhender la puissance du Magisterium, pouvoir religieux totalitaire dont la représentation correspond très bien à la manière dont Nietzsche parle de la religion et de ses ministres. Dans plusieurs œuvres, notamment Aurore et le Gai Savoir, il décrit les prêtres et les personnes religieuses comme des phtisiques de l'âme, des malades du corps, rendant grâce à un dieu mort dans des églises devenues des mausolées à sa gloire. Cet aspect nietzschéen est déjà présent dans l'œuvre d'origine, et on voit bien comment la série reprend cette idée en nous montrant les lieux de pouvoir du Magisterium comme de gigantesques monuments funèbres sans vie arpentés par des hommes maladifs. Boréal et Marisa, par leur beauté et leur vitalité, tranchent avec les membres du Magisterium, sous-entendant que c'est plus le pouvoir qui les intéresse plutôt qu'une véritable adhésion à leurs croyances, même si pour Marisa les choses ne sont pas, encore une fois, aussi simples. Dans l'ensemble, on peut dire que la série part sur de bonnes bases, que cela soit les acteurs, la production design ou la réalisation, tout cela sent très bon pour la suite. Même s'il y a des points d'adaptation qui me gênent beaucoup, putain les gars, je suis curieux de voir ce que va faire la série. J'attends avec enthousiasme la suite et de toute façon, je n'attends qu'une chose, voilà. Merci de m'avoir suivi, en raison de divers facteurs, je ne ferai pas de review chaque semaine, à moins épisode exceptionnel. Sinon on essaiera de tenir un rythme d'une review tous les 2 épisodes. Je vous dis à la prochaine, philosophiquement, bien à vous.